Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La femme que j'ai éventrée avait quelque chose d'étrange dans l'abdomen. Après 24 heures de travail, j'étais fatigué, épuisé. Mes paupières se fermaient d'elles-mêmes, et chaque fois qu'elles se fermaient, d'étranges motifs rampaient dans l'obscurité derrière elles, se tordant comme des créatures vivantes. Encore une note, me suis-je dit, et je serai libre de rentrer chez moi. J'ai tapé les derniers signes vitaux, fermé l'ordinateur portable et réfléchi à l'opportunité de manger avant de m'effondrer de sommeil. Mon corps réclamait de la nourriture, mais l'idée d'avaler quoi que ce soit me remplissait d'inquiétude. Je me suis néanmoins levé et j'ai entamé la lente descente des escaliers vers la cafétéria. À l'aube, l'hôpital ne ressemble à aucun autre endroit. Les lumières bourdonnent comme des insectes piégés derrière les dalles du plafond. Les ombres s'étirent sur les sols stériles, et chaque bruit de pas résonne beaucoup trop fort dans les couloirs. C'est alors que je l'ai vue. Dans le hall, une femme affalée dans un fauteuil roulant. Sa peau était cireuse, ses cheveux collés à ses tempes par la sueur. Ses yeux, à demi clos, sans expression, ne reflétaient rien, comme si la lumière elle-même s'en détournait. Un homme se tenait derrière elle, jetant des regards entre son visage et la réceptionniste indifférente derrière son bureau. J'aurais pu continuer à marcher. J'en avais envie. Mon estomac était noué par la faim, mes os me faisaient souffrir de fatigue, et pourtant, quelque chose en elle m'empêchait de m'éloigner. Je me suis approché. Mon pouce accélérait à chaque pas. L'homme m'a remarqué le premier. « Docteur, s'il vous plaît, ma femme, Amanda, avait des nausées ce matin. Son médecin lui a donné une ordonnance d'hospitalisation, mais pendant que nous attendions, son état s'est aggravé. Ils m'ont donné un fauteuil roulant, mais... » Ces mots étaient confus. Mon attention était fixée sur Amanda. Ses lèvres bougeaient, émettant des sons brisés, animaux. J'ai appuyé mes doigts sur son poignet, à la recherche du battement rassurant de la vie. Ce que j'ai trouvé n'était pas rassurant. Son pouls battait de manière saccadée sous mes doigts, 30 battements par minute, irréguliers, comme le tic-tac faible d'une horloge qui s'arrête. Sa respiration était sifflante, sa peau humide et moite, ses yeux papillonnaient puis roulaient légèrement vers le haut. Le choc. Au milieu du hall, entouré de gens, personne n'avait remarqué qu'elle était en train de mourir. J'ai regardé la réceptionniste, qui a à peine levé les yeux de son écran, le visage marqué par l'irritation. La rage m'a envahi, même si je ne la reconnaissais pas comme mienne. Elle semblait empruntée, implantée. Sans réfléchir, j'ai ordonné à l'homme de me suivre et j'ai poussé sa femme vers les urgences. Nous n'avons pas couru. Courir aurait transformé ce moment en chaos. Au lieu de ça, nous avons marché lentement, comme dans un cortège. Je posais des questions sur les maladies, les médicaments, les antécédents, mais ma voix tremblait. Je ne suis qu'un interne, pensais-je. Si elle entre en asystolie maintenant, je vais devoir... Bref, j'interrompis ma pensée. Je ne voulais pas imaginer une réanimation cardio-pulmonaire dans ce long couloir, sous le bourdonnement des lumières. Nous arrivâmes aux portes des urgences. J'interrompis l'explication de l'homme à la réceptionniste. « Code rouge, Brenda. Ouvrez les portes, maintenant. » Elle a obéi et les portes se sont ouvertes en grand. À l'intérieur, le médecin de garde s'est réveillé de son demi-sommeil et en quelques instants, la pièce s'est remplie d'infirmières, de moniteurs et de voix. Nous avons allongé Amanda, des fils serpentant sur son corps, des écrans clignotant avec des chiffres qui peignaient sa mort en temps réel. Fréquence cardiaque, 30. Tension artérielle, 60-30. Respiration, superficielle, irrégulière. Son mari a parlé de nausées et de vomissements de sang plus tôt dans la matinée. J'ai ouvert sa bouche de force et j'ai vu une croûte noire de sang sécher sur sa langue et ses dents. L'odeur qui s'en dégageait n'était pas seulement celle du fer et de la bile, c'était une odeur ancienne, nauséabonde, le genre d'odeur que l'on imagine s'échappant de catacombes restées fermées pendant des siècles.
Son abdomen était distendu, rigide, silencieux comme de la pierre. J'ai appuyé mon stéthoscope sur sa peau et pendant un instant, j'ai cru entendre quelque chose. Non pas le murmure du péristaltisme, mais un faible murmure, comme si le corps ne contenait pas d'organes, mais seulement des voix. Le moniteur a émis un bip, 29 battements par seconde. « De l'atropine tout de suite !» a aboyé le médecin traitant. L'infirmière obéit, les chiffres grimpèrent lentement à contre-cœur comme une créature tirée de son sommeil. 30, 31, 37, 40... Amanda gémissait, chaque son la quittant dans un rythme trop précis, trop rituel, comme une prière à un dieu oublié. Je me penchai vers le médecin traitant. « C'est peut-être un ulcère perforé. » Il ordonna une échographie. L'image en noir et blanc révéla la présence de liquide libre dans tout son abdomen. Elle saignait, elle se noyait en elle-même. Elle allait devoir être opérée. « Allez chercher le chef !» me dit-il. J'ai obéi. Le chef est arrivé, a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a passé un appel. Dès qu'elle sera stable, nous arrêterons l'hémorragie. Au bout de 30 minutes, Amanda a été jugée suffisamment stable pour être opérée. Alors que nous la transportions dans le couloir, j'ai eu l'impression que les murs se rapprochaient, les lumières fluorescentes clignotant comme si elles étaient atténuées par sa présence. Dans la salle d'opération, je me suis présenté au docteur Roberts, qui dirigeait l'intervention. Il a hoché la tête. « Nous aurons besoin de votre aide. Le docteur Brown vous assistera en tant que deuxième chirurgien. » Nous nous sommes lavé les mains, avons enfilé nos blouses et avons commencé. Lorsque la première incision a été pratiquée, une odeur s'est échappée. Non pas l'odeur âcre de la chair cautérisée, mais une odeur plus ancienne, plus lourde. Elle s'est insinuée dans nos sinus et nous a fait pleurer. Elle sentait la terre, les tombes, quelque chose laissé à pourrir en silence pendant des siècles. Nous avons ouvert son abdomen. L'obscurité s'est répandue. Du sang noir comme du goudron s'écoulait de l'intérieur, et ce n'était pas seulement du liquide. Il était vivant dans son immobilité, absorbant la lumière, déformant les contours de la pièce. Nous avons creusé plus profondément. La cavité s'étirait de manière anormale, comme si son corps contenait plus d'espace qu'il ne le devrait. Les docteurs Roberts et Brown ont retiré les intestins et les ont pressés dans mes mains. J'aurais dû sentir le rythme doux du péristaltisme. Au lieu de ça, les spirales se contractaient dans des spasmes violents et saccadés, comme si quelque chose à l'intérieur luttait pour s'échapper. La sueur imprégnait mon masque. Mon cœur battait à tout rompre. Je serrais la masse entre mes doigts tremblants, désespéré de ne pas la laisser tomber. Puis elle a explosé. Des intestins, du sang, des excréments ont jailli. Non pas dans le chaos d'un accident, mais avec l'inévitabilité d'une naissance. La pièce était trempée. Mes lunettes ont protégé mes yeux, mais lorsque je les ai essuyées, le champ stérile avait disparu, noyé dans la saleté. Les autres étaient figés, le visage déformé par l'horreur. Ils n'avaient pas de protection pour les yeux. Ils avaient les yeux écarquillés, fixant la scène impossible qui se déroulait devant nous. L'abdomen d'Amanda était devenu une bouche. Il s'est élargi, étiré, et de là ont jailli non pas des organes, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui a déformé la pièce. Les lumières se sont courbées vers elle, le sol semblait onduler sous elle, et les murs se sont courbés vers l'intérieur. Ce n'était pas une forme, mais plusieurs. Des visages fondus ensemble, des bouches s'ouvrant et se fermant, des vrilles se tordant et se divisant en anatomie inimaginable. C'était des intestins et ce n'en était pas. C'était de la chair et c'était quelque chose de plus ancien que la chair. La chose toucha les chirurgiens et ils ne crièrent pas. Ils ne clignèrent même pas des yeux. Ils se figèrent simplement, leurs pupilles englouties par le noir. La porte s'est ouverte, quelqu'un est entré attiré par le bruit et ce bruit m'a sorti de ma paralysie. Je me suis enfui. J'ai couru jusqu'à en avoir les poumons brûlants, jusqu'à avoir la bile qui me montait à la gorge, jusqu'à m'effondrer haletant dans le couloir. Maintenant, les chirurgiens sont allongés dans l'unité des soins intensifs.
dans le coma. Leurs visages sont toujours déformés par les mêmes grimaces grotesques que j'ai vues dans la salle d'opération, comme figés dans leur horreur. Leurs ventres sont gonflés. Parfois, ils ont des spasmes à l'unisson, selon des rythmes que je ne reconnais pas, mais que je ressens dans mes os. Ils me demandent ce qui s'est passé. Les chefs, les médecins traitants, les infirmières. Mais même si je parlais, ils ne me croiraient pas. Mais je sais une chose, Amanda n'était pas la patiente. Elle était le réceptacle. Et ce que nous avons libéré cette nuit-là n'était pas destiné à être vu par des yeux humains.